Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr Gignac, qui est R6 en pédopsychiatrie. Oui, il est venu nous parler de pourquoi il a été attiré vers la surspécialité de pédopsychiatrie en nous parlant des défis qui viennent avec la clientèle enfant-adolescent. Oui, si jamais vous êtes intéressé minimalement par la psychiatrie, il vous invite à considérer la pédopsie. Il a parlé comme quoi c'était un domaine vraiment intéressant, diversifié, puis il vous invite aussi à rester curieux. C'est un de ses conseils. Là. Si vous voulez en apprendre davantage, n'hésitez pas à écouter l'épisode. Bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Mm-hmm. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Bonjour, Dr Gignac. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc, notre première question, est-ce que tu as toujours su si tu voulais aller en médecine? Bonne question. Au départ, non. C'est sûr que quand j'étais plus jeune, on avait comme... Quand on demande qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, quand on est plus jeune, ça va un peu partout. Tu sais, il y avait professeur, journaliste. J'ai même voulu un moment donné être thanatologue, là, embaumeur. Okay. Je sais pas d'où ça venait. Puis après, c'est sûr qu'au secondaire, là, ça rentrait un peu avec... Grey's Anatomy était là. Mm-hmm. Il y avait aussi des émissions un peu médicales. Puis là, l'intérêt... Il y avait aussi une émission un peu sur l'anatomie, là, qui avait. Puis là, j'étais super intéressée. Puis ça a commencé à prendre un peu plus de place, exactement. Puis après, le cégep est arrivé. J'étais allée en sciences nature. Mm-hmm. Puis... concours de circonstances, finalement, je rentre pas nécessairement en médecine. Je rentre en droit. Okay. À Sherbrooke. Vraiment, je pense, je découvre une certaine passion. Je suis super intéressée. Même, là, je rentre un peu dans le programme droit MBA, en fait, pour aussi faire un MBA en même temps du droit. Il y avait des stages aussi avec tout ça. Pour ça, c'est comme j'explorais plein de facettes qu'en fait, je m'imaginais pas faire nécessairement plus tard quand j'étais plus jeune. Mm-hmm. Je m'alignais comme pour faire du droit des affaires. Puis, avec tout ça, mais j'ai comme réalisé peut-être être avocat n'était pas l'appel que j'avais ou ça répondait pas nécessairement à mes besoins ou ce que je voyais faire plus tard. Mm-hmm. Puis, je parlais avec la vice-doyenne à la vie étudiante. Je me disais, peut-être médecine. C'est comme un vieux rêve que finalement j'avais mis de côté parce que je me suis dit, je tripais vraiment en droit. Mm-hmm. Puis, elle me dit, mais applique, tu perds rien. Puis, ce qui était drôle, c'est que son fils aussi venait de rentrer en médecine après avoir fait un parcours un peu similaire. Puis, j'applique, je le dis à personne. C'était comme le secret. Les seules personnes qui savaient, c'était comme une amie qui était dans le même programme que moi, ainsi qu'une collègue de travail dans un des stages que j'avais fait. Qui m'avait comme aidé à faire mes applications pendant un de mes stages. Puis, ça, c'était comme secret. Puis là, les dates, même quand j'avais des entrevues... Mm-hmm. Tu l'as pas dit. Mais non. Mes colocs étaient en droit avec moi. Puis là, c'était, je m'en vais faire telle affaire. C'est comme un gros mensonge. Puis après les entrevues, c'était les MEM, justement, en personne, parce que c'était vraiment pré-COVID, vraiment plusieurs années avant la COVID. Elle dit, viens prendre une bière après, comme la tâche que j'allais faire. Puis là, j'arrive, puis une des personnes, un de ses bons amis, qui était là à bière, mais c'était un des médecins qui passait des entrevues qu'on s'est croisés. Il m'a pas évalué, là, c'est vraiment pas, mais... Puis là, c'était comme... Tu dis rien. Petit message, tu dis rien. Puis quand j'ai été acceptée en médecine, j'avais même prévu comme une semaine un peu d'aller
dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, pour qu'on me réfléchisse à savoir est-ce que je rentre en médecine, je reste en droit, etc. Puis j'ai juste eu les offres, puis j'ai comme accepté. Ça a été comme clair, puis j'ai jamais regretté par la suite. Mais est-ce que, à posteriori, j'y ai comme pensé depuis longtemps? Ça a fait partie de mes réflexions, peut-être un objectif, mais c'est sûr que la vie après m'a amené vers, puis ça a comme bien fonctionné. Mais c'était pas nécessairement comme mon objectif de vie. OK. Tu as fait ta médecine où? J'ai fait ma médecine à Sherbrooke. OK. Donc, tu es resté à Sherbrooke après le droit aussi. Exactement. Donc, je suis resté là 8 ans pour les études. À refaire, j'y retournerai. Moi, j'étais comme dans l'ancien programme. OK. J'étais comme dans les comités qui travaillaient sur... Parce que le programme de Sherbrooke a comme changé il y a maintenant 6 ans, peut-être. Puis, j'étais comme dans les comités qui travaillaient sur le renouveau curriculaire. Mais à refaire, je le referais à Sherbrooke. Là. C'est tellement une belle ville, une belle faculté. C'est vraiment une culture étudiante, mais aussi d'enseignement médical, je pense, qui me rejoint toujours, je pense. J'ai adoré ces années-là. Ouais. Oh, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qui t'a amené vers la psy? C'est une bonne question. Souvent, c'est comme les questions, là, comme le CARMS, le processus de match, puis le choix de résidence. Puis, en rentrant en médecine, j'avais pas d'idée préconçue. J'étais rentré un peu en droit. J'avais déjà l'idée un peu préconçue de faire du droit des affaires. Je m'en allais dans tel domaine. Je travaillais pour y arriver, la course au stage. C'est super sérieux. Puis là, je me suis dit, je peux pas rentrer dans ce même pattern-là, le même piège-là. Je me dis, je vais garder l'esprit ouvert. Puis là, je rentre en médecine, plein de les cours, puis tout m'intéressait un peu. Les différents systèmes, puis le système aussi plus psychique, là, la psychiatrie, super intérêt. Mais tu sais, ça s'inscrivait aussi avec tout le reste, les autres systèmes. Pour ça, j'étais un peu indécis. Puis là, je commençais plus à m'aligner pour plus comme la médecine interne générale. Mes stages à option, à l'époque, à Sherbrooke, les stages à option étaient comme avant les stages obligatoires. OK. On en avait comme 3 stages obligatoires avant, stages à option avant les stages obligatoires. Okay. Pour ça, c'était comme, qu'est-ce que je fais? Pour ça, j'avais fait médecine interne générale, rhumato, puis gériatrie. OK. Puis je tripais, là, j'avais du fun, zéro psy, là. Très loin. Puis après les stages obligatoires, puis là, je tombe dans mon stage obligatoire de psychiatrie. Puis là, j'étais comme, merde. J'aime vraiment ça. Je savais vraiment pas ce que je faisais, là. On est comme, quand on est externe, on est des fois pitché à faire des choses qu'il faut qu'on ait l'air confiant de faire, mais finalement, une entrevue psychiatrique, c'était de l'improvisation totale. Mais j'avais du plaisir, les conversations avec les résidents, les patrons, avec l'équipe, par rapport à qu'est-ce qui se passe par rapport à telle personne, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi la compréhension, un peu les théories. Puis, c'était super passionnant, c'était des longues conversations, puis super passionnant. Puis là, j'ai fait, j'aime vraiment ça. Mais j'avais encore un petit peu le syndrome un peu du stéthoscope. J'aimais ça, le côté physique. J'aimais ça, le côté médicus. J'aimais ça, un peu le côté détective, investigation de qu'est-ce que ça peut être, si c'est ça. Puis après, on prend un diagnostic différentiel. Puis c'était comme une dichotomie, comme un petit combat à l'intérieur de dire qu'est-ce que je fais. Puis j'avais peut-être l'intérêt d'aller plus en gériatrie, ce qui est quand même ironique maintenant que je suis en pédopsie. Oui. Complètement les deux opposés, mais quand même similaires. Donc, j'étais comme un peu dans ce combat-là, puis mon CARMS était vraiment comme une sorte de melting pot de tout ça. Là. C'était genre psy, main interne, psy, main interne, psy, main interne, main interne. C'était comme vraiment... A posteriori, tu fais, mon Dieu, quel CARMS que je savais pas qu'est-ce que je faisais finalement. Mais la vie fait bien les choses. J'ai eu ce que finalement je désirais. Je suis rentrée en psychiatrie. Puis encore une fois, ça montrait que je regarde même pas en arrière à savoir est-ce que j'ai pris le bon choix. C'était
évident rendu là. évident. Ouais. Mhm. C'est quoi des Vraiment. conseils que tu donnerais à des gens qui hésitent justement deux trucs complètement différents? Comme comment tu tranches cette décision-là? Et c'est une excellente question parce que c'est tellement une réflexion personnelle, tu sais, de se regarder un peu à l'intérieur et de dire qu'est-ce que je me vois faire plus tard? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses? Aussi, aussi, si je suis pris en gros guillemets à faire ça toute ma vie, comme, je vais-tu être bien? Tu sais, c'est aussi ça la question. Puis, j'avais appliqué en médecine de famille. Puis, la raison pourquoi je l'avais pas ranké à la fin, c'est pas parce que j'aimais pas la médecine de famille ou je pensais pas... mais c'est vraiment... Je pensais pas être bon en médecine de famille. Comme, ça demande tellement une capacité d'adaptation importante, d'avoir des réflexes, aussi de gérer un peu la capacité de se dire, ben ça se peut que je le sais pas en ce moment, puis c'est correct. Tu sais, gérer l'incertitude qui, oui, en psychiatrie, c'est présent, mais comme je me disais, ça cadrait moins dans ma personnalité ou la personne ou la carrière que je voyais aussi. C'est la seule raison pourquoi je l'avais pas ranké, parce que je me suis dit, si je rentre, je sais pas ce que je serais malheureux d'être en médecine de famille, mais surtout, je pense pas à ma place. Puis, médecine interne, psychiatrie, les deux, j'avais un peu ce questionnement-là. Les deux, je me vois un peu là-dedans. Je me vois avoir du plaisir. Je me vois aussi avoir des conversations qui viennent m'animer, qui me donnent une raison aussi de me lever le matin. Puis là, de savoir un ou l'autre, mais finalement, je suis allée vraiment un peu plus avec mon gut feeling. Là. C'est vraiment, j'aimerais savoir comme une raison beaucoup plus intelligente et beaucoup plus objective, mais c'était vraiment subjectif. Puis même mon ranking, c'était super subjectif. Là. Puis les entrevues ont vraiment joué un jeu. Ont vraiment été vraiment importants. Le fit. Souvent, les entrevues, il y a des résidents aussi, les patrons, les futurs patrons. Puis s'il y a somme toute un certain fit déjà un peu naturel, on a l'impression de se dire, un peu, c'est sûr d'avoir l'impression un peu d'être désiré, c'est le fun, là. Mais d'avoir un fit, puis se dire, hey, je me verrais évoluer avec cette gang-là, puis d'apprendre, puis grandir avec ces gens-là. Puis c'est vraiment ce que j'ai eu, moi, avec le programme de psychiatrie de McGill. J'ai ma rencontre avec le directeur de programme puis le co-directeur de programme. Je suis sorti de là en disant, McGill, c'est sûr, comme c'est mon premier choix. Là. Quand c'était pas nécessairement ça, a priori, mon résumé, c'était un programme qui m'intéressait, oui, mais après, même les entrevues avec les patrons, avec les résidents, c'est sûr que c'est ça qui m'a convaincu. Puis des fois, on sort d'une entrevue en disant, ça s'est bien passé, mais c'est comme pas ça, c'est un fit. Ouais. Puis, tu te reconnais peut-être pas en les gens qui t'ont passé en entrevue. Puis, surtout les spécialités, les résidences de spécialité, c'est 4 à 5, 6 ans. Tu sais, c'est une gang avec qui on est, puis qu'on évolue, puis que si on ne matche pas non plus, mais c'est long, là. C'est long, longtemps. Ouais. Puis, la résidence, c'est demandant, oui, mais il faut quand même avoir une part de plaisir. Puis, je pense, sentir bien aussi, là. Exactement. Parce qu'on vit des moments difficiles, puis ou des moments, je pense, demandants. Puis d'avoir des gens avec qui on est ouvert de discuter de ces moments-là, de se sentir à l'aise, puis d'exprimer ça, sentir en sécurité. Tu sais, c'est dans votre l'heure du monde. Puis, c'est un peu un bet aussi, là, c'est un feeling. Puis, c'était vraiment ça aussi. Là. Ça m'amène à poser la prochaine question. C'est quoi qui fait en sorte que tu ressembles à des gens de psy, mettons? Bonne question, parce qu'on est tellement différents. Souvent, là, on regarde même ma cohorte, ou je regarde ma cohorte actuelle comme en pédopsie, ou les gens qui évoluent. On est tellement souvent différents dans nos passions, dans nos intérêts. Je pense qu'on est des personnes curieuses. On est des gens, oui, qui ont de l'empathie, mais je pense que les gens qui vont en médecine, habituellement, c'est déjà une capacité d'empathie en grande majorité. Si on le cache bien.
Mais je pense que c'est une curiosité de non seulement la pathologie, mais la personne qui est devant nous. Puis, on est extrêmement curieux. On pose des questions super intimes aussi dans nos entretiens. Puis, on est comme présent des moments non seulement difficiles. Oui, par exemple, la maladie physique, il peut y avoir des moments très difficiles, mais on est des moments difficiles où il y a une détresse, puis il y a des fois une souffrance interne, psychologique ou systémique, là, vécue par plusieurs personnes. Puis c'est comme une position comme très privilégiée. Puis il faut avoir comme cette curiosité-là. Puis je pense capacité à vivre dans cette position-là de... Pas toujours confortable. Pas confortable. On n'est pas tout puissant. On ne sait pas tout le temps, tout de suite, qu'est-ce qui se passe. D'être curieux, puis de se dire, les réponses vont venir de cette personne-là. Ouais. Je pense que c'est un peu une position, puis qui continue à évoluer, bien sûr, dans la résidence, mais qui, je pense que c'est des petites graines qu'il doit avoir au départ. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aller vers la pédopsie après? C'était, au départ, moi, je m'en allais comme pour faire soit de la psychiatrie légale ou plus en psychiatrie, plus axée sur les troubles de personnalité adultes. OK. Et là, mon parcours de vie, c'est beaucoup de « ah merde », là. J'ai fait de mon stage obligatoire. On a 6 à 7 mois à peu près de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent obligatoire dans notre parcours de psychiatrie générale. Et concours de circonstances, je le fais au Douglas. Je tombe sur un patron et une patronne. Puis cette patronne-là, habituellement, n'a pas vraiment de résident parce que c'est un programme particulier, comme dans un sorte de petit cocon du Douglas, un peu particulier. Mais là, concours de circonstances, pour X, Y raison, je suis comme son résident pendant 6-7 mois. Et là, j'ai comme découvert un monde que je me pensais pas découvrir. Là. Elle s'occupait comme l'hôpital de jour des jeunes comme maternelle, première, deuxième année, là, avec des troubles de comportement sévères. Ah ouais. Au point tel que même les écoles spécialisées, souvent, ont des défis. Puis, vu qu'il y a l'obligation d'être scolarisé au Québec, mais là, il faut trouver des solutions. Pour ça, c'est comme des écoles à l'hôpital. Ah ouais. C'est vraiment particulier. Où ces enfants-là viennent comme 4 jours semaine à cette école-là. Puis là, j'ai découvert ce monde-là, là, les thérapies familiales, la thérapie individuelle, l'approche comportementale, la psychopharmacologie, la relation aussi avec le jeune qui est vraiment différente qu'avec un adulte. Là. Oui, des fois, on se dit, peut-être que le contact, ils vont pas tout nous dire, mais souvent, les jeunes, en fait, si on dit quelque chose qui est comme pas vrai ou qui considère pas vrai, on va le savoir tout de suite. Ça, c'est le fun. C'est vraiment comme du tac au tac. Il y a vraiment une dynamique vraiment particulière qui est vraiment plaisante puis qui nous garde un peu sur notre pointe des pieds, un peu, là. Puis de gérer un peu tout ça, tous ces différents éléments-là. J'ai comme découvert ce monde-là qui était quand même très différent de la psychiatrie adulte pure où on a un patient, on évalue ce patient-là, puis on diagnostique, puis on traite. Là, on a l'enfant, mais il y a comme l'école qui est un autre facteur. Il y a les parents, il y a la famille, ou les parents, on parle comme des gardiens aussi. Là. Des fois, ça peut être la DPJ, ça peut être une personne de la famille aussi. Puis tout ça rentre en ligne de compte. Même le système de santé, à un moment donné, devient aussi un des systèmes parce que des fois, ils sont tellement connus ou suivis par différents comme intervenants du CLSC, mais ça joue aussi dans qui on fait affaire, comme jeune, comme ado. Puis là, c'est comme de jouer avec tous ces éléments-là pour voir peut-être une trajectoire différente ou positive pour cette personne-là. Puis là, je dis, merde, comme, faut que j'applique en pédopsie. OK. Avant ça, est-ce que tu peux nous parler de comment s'est passée la résidence en psy? Est-ce qu'au début, il y a un tronc commun de autre chose de psy? Ouais. C'est quand qu'on doit choisir, par exemple, si on veut aller en pédopsie ou en... Exact. Moi, j'étais comme la dernière année qui avait pas comme l'approche par compétences, là, avec comme des évaluations comme plus répétées. Là. J'étais comme dans l'ancien programme, mais ça n'a pas trop changé au niveau des stages obligatoires. Là. Mais oui, la première année, on a environ seulement comme 4 mois de psychiatrie seulement.
OK. Le reste, c'est vraiment des stages. Il y a comme des stages à option, mais comme sélectifs. Donc, on peut pas aller faire n'importe quoi nécessairement, mais qui comme, tournent autour de la psychiatrie, disons. Puis, on a des stages obligatoires, comme médecine de famille, neurologie. À l'époque, médecine interne n'était pas nécessairement obligatoire. C'était comme plus à option. On pouvait comme plus faire 2 mois de med-femme au lieu de faire 1 mois et 1 mois de médecine interne. Maintenant, je pense que la majorité, c'est comme il y a au moins 1 mois de médecine interne. Mais c'est ça, il y avait médecine d'urgence, médecine de famille, neurologie, endocrinologie aussi, parce qu'il y a souvent des éléments endopsychiatriques, disons. J'avais fait aussi un stage en la clinique du VIH, au CLUSUM, avec justement une psychiatre. Mais pas, je faisais la clinique du VIH, mais il y avait aussi une psychiatre là, qui était aussi 1 fois semaine ou 1 fois ou 2 semaines là, pour évaluer puis aider les patients vivant avec le VIH, mais avec les éléments un peu plus neuro ou psychiatriques, disons. J'avais fait aussi clinique de médecine adolescente. Ça, c'était comme vraiment varié. Mais c'est sûr qu'on voit tout notre 4 mois de psy qui tombe un peu de façon variée dans l'année, puis on a vraiment hâte. Là. Après, on a hâte à notre 2e année de dire, là, je commence vraiment ma psychiatrie. Moi, ma première année, par contre, est comme tombée aussi avec la COVID. Comme, pas de COVID, mais les derniers mois, il y a eu la COVID qui est arrivée. Donc, ça a comme précipité mon stage de psychiatrie, en fait. Je suis comme fait plus tôt. Ça a changé parce que mon stage de médecine de famille à ce moment-là, alors, il n'était pas possible pour X, Y raison parce qu'il y avait comme plein d'enjeux. Donc, ça l'a joué un peu. Puis après, mais dès la 2e année, mais là, on commence vraiment notre psychiatrie adulte, à l'interne, à la clinique externe. Puis on passe à travers. Donc, c'est ça pour les 4 années. Puis après ça, j'imagine, on fait un fellow pour se spécialiser. C'est ça. Donc, la psychiatrie, c'est 5 ans. Du moins, les programmes, en majorité, sont 5 ans. Puis, si on aligne bien nos cartes, on joue bien notre jeu, ben notre 5e année peut devenir que des stages à option, finalement. Parce que tous nos stages obligatoires ont été complétés jusqu'à la 4e année. Puis notre 5e année étant comme finalement des stages à option, mais on peut commencer notre parcours de surspécialité, qui sont techniquement 2 ans, dès la 5e année, finalement. Comme transformer nos stages à option en stages de surspécialité. Donc, moi, j'ai fait donc 4 ans de psychiatrie générale adulte, mais le programme de psychiatrie générale à McGill. Puis j'ai commencé alors mon R5 comme stage option à l'Université de Montréal. En pédopsie. En pédopsie. C'est ça. Exactement. Changement de réseau. Oui. Pourquoi? Bonne question. En fait, je pense que j'ai vraiment eu une affinité avec les gens que j'avais rencontrés de la pédopsychiatrie de l'Université de Montréal. Je pense que j'avais certaines curiosités ou intérêts comme la thérapie familiale ou la consultation liaison, qui est aussi très forte dans les autres programmes aussi. Mais je pense que c'était juste une affinité. Puis aussi un peu de changer de réseau pour comme un peu confirmer notre formation précédente. Des fois, on a comme cette impression-là de si je réussis à m'intégrer puis à être adéquat, disons, pour ce qualificatif-là, je me dis, mais ça veut dire que ma formation précédente était bonne. Puis c'est un peu ça que ça a comme nous aussi confirmé la psychiatrie que j'avais faite précédemment. Donc là, tu es dans ton R6 en pédopsie. Exactement. Il me reste 8 mois avant de terminer. Puis d'être officiellement, finalement, après l'examen du Collège Royal numéro 2, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent officiellement. OK. Ouais. Donc l'année dernière, durant mon R5, même si j'étais en pédopsie, finalement, j'étudiais pour mon Collège Royal de psychiatrie générale. Oui. Mais là, c'est plus le cas. Là. On était la dernière année à le faire en R5. Maintenant, c'est en R4 qu'ils font l'examen. Donc, ça amène une sorte d'avoir un pied en adulte puis un pied dans la psychiatrie pour enfants ados.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse particulièrement, là, que tu t'en vas vers la fin? Est-ce que tu envisages une pratique en particulier? En fait, je suis vraiment chanceux. J'ai eu l'occasion de faire un stage avec un de mes mentors que je connaissais depuis mon R3. Excellent pédopsychiatre. Puis j'ai fait ce stage-là à Pinel, en fait, à l'unité d'adolescents à Pinel. Puis je suis comme tombé en amour avec l'équipe, avec un peu cette pratique-là, cette sur-spécialité-là, comme la médecine adolescente, plus légale. Mm-hmm. Puis vraiment, c'est vraiment plus des cas de troubles de comportement sévères aussi. Puis il y a toujours l'élément un peu médico-légal, juridique, respo, des choses comme ça, mais il y a comme une saveur comportementale, de personnalité, de développement aussi, ou des fois on peut parler de trauma aussi, qui sont comme tous un peu mes sujets dada. Puis c'était comme un melting pot, puis une sorte de boucle de ma formation aussi en droit précédemment, de comme revenir à ce monde-là qui n'était pas nécessairement prévu ou nécessairement vu de même, mais quand j'ai eu cette occasion-là de travailler avec Martin Gignac, j'ai vraiment eu, puis qu'il m'a dit, est-ce que ça te tente de venir? Je ne vais pas dire non. Ouais, pour ça, c'est vraiment un peu mes sujets fétiches, là, les comportements, les éléments de personnalité, l'attachement aussi. Pour ça, c'est comme un beau melting pot de tout ça. Ouais, c'est fou comment ça boucle la boucle. Je sais si tu l'as dit, mais tu sais que tu as commencé en droit, puis dans la vie, on dirait que vous laissez la vie aller, puis ça fait bien les choses. Là. Mais il y a plein de choses comme ça. Puis je regardais justement, parce qu'il faut appliquer pour le poste, etc., mon CV, puis j'ai comme réalisé que quand j'étais en droit, j'étais assistant de recherche avec la prof qui s'occupait des droits, comme problématiques liées aux droits de l'enfant. Puis c'était tout ce que c'était DPJ. Puis là, c'était comme un flashback de... J'étais super intéressée. C'est pour ça que j'étais assistant pour elle. Puis j'ai dit, mon Dieu, on dirait que quasiment 8 ans plus tard, c'est comme ça qui se passe après tout ça. Comment on fait pour être bon à... En fait, ma première question, ce serait à quel âge... J'ai eu 2 questions en même temps. À quel âge est-ce que comme un enfant peut commencer à avoir un pédopsie? Comme... Est-ce que tu vois des bébés? C'est vraiment une drôle de question, mais... Mais c'est ça qui est aussi super intéressant avec la pédopsychiatrie, c'est que la variété de pratiques possibles. Puis la variété de population, même si on est comme limité, mais pas limité, parce qu'au final, on est formé aussi en adulte. Mais que notre population peut plus viser, c'est à peu près 0,25, mais tu sais, au Québec, les services sont souvent... Il y a vraiment une dichotomie entre enfants-adultes. Donc, à 18 ans, il y a souvent comme un changement de service. Donc, même si on a comme un barème de 18 ans, c'est toutes des populations, c'est tout un type de situation ou de cas, si on peut dire, complètement différents. Puis, oui, on a des cliniques 0-5 ans. Il y a des pédopsychiatres qui sont... C'est soit leur clinique ou des fois sont consultants pour des cliniques plus comme pédiatrie du développement, quand il y a des éléments psychosociaux, psychiatriques un peu sous-jacents, question d'attachement, question d'anxiété. Donc, oui, il y a des cliniques de très jeune âge. Souvent, c'est plus associé à des troubles neurodéveloppementaux comme autisme, TDAH, troubles de développement et des choses comme ça. Puis ensuite, là, après, il y a plus du 6-12. C'est des fois des éléments plus comportementaux, anxiété qui commencent. Puis ensuite, on commence un peu l'adolescence, où là, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Des fois, là, on a plus des situations associées à de l'anxiété, oui, des éléments alimentaires, plus des troubles aussi liés un peu à la personnalité qui commence à prendre plus de place aussi, avec des fois des méthodes pour gérer des émotions aussi qui sont de plus en plus intenses aussi à l'adolescente, mais avec des méthodes des fois moins efficaces. Puis là,
c'est un peu la population ou les types de situations qu'on voit plus. Des fois, au début, des psychoses aussi, des maladies bipolaires. Ouais. On voit souvent les balbutiements aussi des troubles plus chroniques. Puis l'objectif, c'est, oui, diminuer souvent l'intensité des symptômes ou la souffrance associée, mais c'est aussi un peu d'aider l'enfant, l'adolescent, mais aussi la famille, le système à soutenir l'enfant ou l'ado dans une trajectoire qui va être positive, puis qui va être peut-être différente que si on avait fermé les yeux sur des problématiques. Qui, malheureusement, des fois, accès au système, des fois, ça arrive que c'est plus tard qu'on réalise, finalement, il y a telle situation, puis là, on est comme, ouf. Mais là, quand on les prend au bon moment, mais c'est le fun parce qu'on peut les soutenir, être un peu... on n'est pas la personne qui... On n'est pas seulement le guide, on est plus comme une sorte de phare. Là. On est là pour les aiguiller tout le monde, finalement, pour changer, si possible, la trajectoire. Comment ils sont référés, les patients? Parce que ça va un peu aussi avec ta question, là, dans le sens où, comme, c'est par le médecin de famille ou est-ce que des fois vous avez, avec l'école, les professeurs? C'est très variable, surtout en santé mentale. Les références peuvent se faire via le guichet d'accès en santé mentale, puis on a comme le guichet en santé mentale adulte, puis jeunesse. Puis ces références-là, mais peuvent être, oui, faites par le médecin de famille, oui, par d'autres médecins aussi de d'autres spécialités, comme en pédiatrie. Les pédiatres sont comme les partenaires naturels des pédopsychiatres. Mais des fois aussi, ça provient des références via différents services du CLSC sont évalués par le guichet d'accès ou l'évaluation. Puis là, ça devient très, très complexe. Les services soit échouent ou ils ne sont pas suffisants. Puis là, il y a une référence alors en pédopsychiatrie qui peut être faite. Puis, mais c'est via le guichet d'accès, qui sont après déployés dans les différents centres de pédopsychiatrie du Québec. Parce que c'est pas tous les centres hospitaliers qui en ont non plus. Il y a des régions aussi qui sont malheureusement très peu ou pas du tout desservies par un pédopsychiatre, qui sont desservies alors par un autre centre, bien sûr. Là, c'est parce qu'on est malheureusement pas beaucoup. C'est une spécialité qui est superbe, la pratique est superbe, mais qui on en a peu. OK. Ça travaille où, un pédopsie? Bonne question. Les hôpitaux, soit à l'interne, clinique externe. Il y a certains pédopsychiatres qui travaillent aussi comme en clinique plus communautaire. Donc, c'est une clinique, oui, sous l'assurance maladie, mais qui est en dehors d'un centre hospitalier. Puis, il y en a qui sont aussi au privé, mais la majorité sont associés à un centre hospitalier ou un CIUS, finalement. Donc, il n'y en a pas dans les écoles? Non. Okay. On travaille de concert avec les différents intervenants scolaires. Il y a souvent des psychologues scolaires, des psychoéducateurs, des TES, des TS aussi. C'est vraiment nos partenaires scolaires, mais on n'a pas de pédopsychiatre à l'école. OK. On est souvent associé plutôt à un centre ou à un CLSC. Est-ce que c'est possible dans des centres de jeunesse? En centre jeunesse, en fait, il y a plus de pédopsychiatres qui y travaillent, mais il y a une collaboration organisationnelle un peu pour qu'il y ait des pédopsies répondants. Soit répondants, soit on appelle ça le deuxième niveau. C'est comme des comités d'évaluation où il y a un pédopsychiatre quand il y a des cas ou des situations avec un ou une jeune qui a des défis. Puis là, alors, il y a une ou un pédopsie qui est vraiment associé à ce comité-là, puis à cette organisation-là du centre jeunesse. Mais on ne travaille pas nécessairement avec un bureau centre jeunesse, puis, parce qu'on doit être via les PEM, qu'on soit associé à un PEM. Donc, c'est comme ça que ça... Souvent, on est vraiment plus associé à un milieu de travail
de santé. OK. Par rapport, je vais changer de sujet, là, mais entre la psychiatrie adulte puis plus au niveau des enfants, est-ce qu'il y a des différences au niveau, mettons, de la médication? Est-ce qu'on essaie peut-être de moins médicamenter les enfants? Est-ce qu'il y a... ou ça n'a pas rapport? En fait, c'est sûr qu'il y a des différences d'approche. Lorsque la médication est considérée comme nécessaire, elle est mise de l'avant, présentée à l'enfant, à l'ado et à la famille aussi comme étant un outil supplémentaire. C'est sûr que même au niveau de la recherche, c'est sûr qu'au niveau des enfants ados, il y en a un peu moins. Pour ça, des fois, on n'est pas nécessairement limité, mais on a des molécules qui sont où est-ce qu'il y a de la recherche. C'est sûr. Mais on l'utilise au bon moment quand, par exemple, d'autres approches souvent soit ne fonctionnent pas ou doivent se faire en collaboration, comme les deux ensemble. Les doses sont pas nécessairement plus petites ou plus grandes. Ça dépend vraiment de quel âge la personne a, c'est quoi la situation. Donc, la médication est surtout un outil comme en adulte. C'est sûr qu'on ne traite pas nécessairement la même chose non plus. Donc, c'est un enjeu plus comportemental, sans nécessairement autres troubles comme TDAH, spectre de l'autisme, etc. Mais c'est sûr que notre première avenue ne sera pas la médication. On ne peut pas comme médiquer l'enfant, c'est plus du comportement, c'est une approche psycho-éducationnelle, psychothérapie, probablement travail social si nécessaire. Des fois, il y a des enjeux familiaux, financiers, des conflits, des choses comme ça, qui nécessitent beaucoup plus de l'intervention planchée qu'une médication qui ne ferait que... Enfin, on ne traiterait rien à ce moment-là. Donc, c'est un outil. Oui. Est-ce que... Je sais qu'il y a différents diagnostics qui ne peuvent pas être diagnostiqués avant 18 ans. Est-ce que ça vous laisse un peu dans une zone grise? Mais il y en a très peu. Ouais. C'est surtout... Le seul, en fait, vraiment qu'on peut penser, ça serait comme le trouble de personnalité antisociale. OK. Parce qu'il y a vraiment écrit ne pas avant 18 ans. OK. Mais la majorité des autres diagnostics, soit c'est des diagnostics neurodéveloppementaux faits pour notre population, ou c'est des diagnostics aussi qui sont modulés en fonction de l'âge. Par exemple, le trouble de stress post-traumatique, mais on a des critères aussi pour les enfants bas de 6 ans, des choses comme ça. Donc, on a... En fait, les outils diagnostiques ou les étiquettes, si on peut dire ça de même, là, on a beaucoup qui sont accessibles. Puis aussi, après, c'est comment on le formule. Tu sais, des fois, on met le non-diagnostic, mais après, on a une explication là, de dire, tu sais, comment ce diagnostic-là aussi est exprimé chez cette personne-là. Ou finalement, c'est quoi les particularités de la situation. Pour ça, on peut aller jouer sur notre terrain de jeu diagnostic, disons. C'est comment comme équilibre de vie à être pédopsychiatre? Est-ce qu'il y a souvent des urgences la nuit, par exemple? La fin de semaine? C'est sûr que lorsqu'on est de garde, mais en partant, je pense que la psychiatrie et la pédopsychiatrie aussi, je pense que l'équilibre de vie est tout à fait possible, facile. J'exagère un peu, là. C'est sûr qu'il y a toujours des moments plus demandants où les horaires deviennent plus longs, mais je pense que pour être un bon, disons, médecin psychiatre ou pédopsychiatre, il faut avoir quand même une capacité d'équilibre de vie pour être disponible. Les urgences, souvent, lorsqu'elles ont lieu, dès que la personne est comme en sécurité à l'urgence, déjà, le gros est fait au niveau de l'urgence. Donc, c'est pas comme un arrêt cardiaque. Mais c'est sûr qu'il faut être évalué rapidement. Mais des fois, s'il arrive durant la nuit, on ne sera pas nécessairement pris. La consulte va le faire le lendemain matin. Puis des fois, c'est même préférable parce que là, on est un peu plus en dehors de la crise. Puis on peut vraiment évaluer plus la situation plus au long cours. C'est sûr que les situations d'urgence, ça serait surtout peut-être une psychose chez un jeune avec une grande agitation. Mais habituellement, les urgentologues sont capables
prendre en charge de façon très, très, très aiguë pour assurer la sécurité de l'enfant ou de l'ado, puis ensuite qu'on puisse aller évaluer aussi de façon sécuritaire. Donc, les gardes peuvent être très occupés. J'en sors d'une de cette semaine qui était assez occupée. Mais c'est quand même accessible. Ouais. Tout à fait. Avec des horaires qui sont, je pense, enviables. On peut pas le nier, on peut pas mentir qu'on a quand même des bons horaires, malgré que nos horaires sont remplis. Parce qu'au moment donné, à, disons, faire du 18 heures, on serait dangereux comme psychiatre, possiblement. On n'est plus aussi disponible d'un point de vue empathique, mais d'un point de vue aussi relationnel. Donc, c'est sûr qu'on a des horaires qui nous permettent d'être disponibles, d'avoir accès à notre plein potentiel puis disponibilité pour la personne en détresse. Parlant d'horaire, ça ressemble à quoi une journée typique ou une semaine typique? Mais c'est sûr que c'est variable en fonction si on fait plus de l'hospitalisation, de la clinique externe, si on est en milieu plus hospitalier ou plus CLSC versus clinique communautaire. Mais ça ressemble grosso modo à un horaire aussi de psychiatrie générale. Là. On commence, souvent c'est 5 jours, les jours ouvrables, en fait. Souvent, on commence 9 heures habituellement, parce que souvent même les ados, ils se lèveront pas avant ça. Ou on va avoir accès à un ado grognon, comme pauvre véritable, mais plutôt au grognon du matin. La blague à part, c'est sûr que on commence pas nécessairement... On fait pas nos tournées à 5 heures du matin. Puis ensuite, on finit à des heures selon comment la journée évolue, parce qu'il y a toujours des imprévus, bien sûr, tant en hospice qu'en clinique externe. Mais c'est, je pense, un horaire qui est quand même assez régulier, qui est aussi assez flexible. En fonction de, si je préfère faire un peu plus de clinique externe, plus, des fois, on a des sortes d'horaires un peu hybrides avec différents milieux de travail. Donc là, c'est là que l'horaire devient quand même assez flexible. OK. Ne pas tout à coup, il faut que je sois en salle d'op, ou il faut que je sois en psychothérapie de telle heure à telle heure. C'est en fonction de l'horaire se construit, se module, change aussi. En fonction des besoins aussi du milieu de travail. Ce serait quoi vos conseils pour des gens qui nous écoutent, qui savent qu'ils veulent aller en pédopsie ou qui pensent fortement faire de la pédopsychiatrie? De maintenir leur curiosité. OK. Tant face, à la médecine, qu'il faut garder notre côté médicus parce que, au final, en psychiatrie, c'est toujours comme un diagnostic qui doit être fait lorsque tout ce qui est médicalement possible est exclu, ou du moins l'important est exclu. C'est sûr que si on faut tout exclure, mais là, chaque personne qu'on verrait serait avec ça va être long, plus de 15 000 de tests quand c'est pas nécessairement nécessaire. Mais il faut garder cet esprit-là critique, cette curiosité-là médicale. Il faut garder cette curiosité-là aussi, puis cette ouverture-là à l'autre. Je pense que c'est l'élément à garder présente, le cultiver, le mettre de l'avant. Garder aussi une curiosité générale sur la société, les enjeux socio-économiques, parce que ça joue tout le temps. Il y a toujours la sphère biopsychosociale qu'on dit. Il faut toujours garder cette curiosité-là. Puis, le but, c'est pas nécessairement d'être la personne qui connaît toutes les théories quand on veut rentrer en psychiatrie, là, des théories psychologiques. C'est des choses qu'on apprend, qu'on développe, qu'on discute, qu'on met de l'avant, qu'on a des conversations pendant toute notre formation et par la suite. Mais je pense, si on est une personne qui est capable de mettre de l'avant je me répète, là, mais cette curiosité-là envers soi-même, autrui, puis un peu l'environnement qui nous entoure, à la base, on a déjà, je pense, les bons ingrédients pour
lorsqu'on a une personne en détresse qui présente des défis, mais d'être là puis essayer de trouver les bonnes portes, les bonnes questions, puis après avoir des solutions qui sont adaptées à cette personne-là, sans forcer, mais qui coulent du naturel. Des bons conseils. Ouais. Est-ce que tu dirais que, là, tu parles d'environnement, est-ce que tu dirais que les problématiques des jeunes sont beaucoup comme en lien avec ce qui se passe dans le monde ou dans notre pays en ce moment? Est-ce que ça change à travers les années? C'est sûr que, puis là, si on parle un peu des sphères biopsychologiques et sociales, selon l'âge de l'enfant ou de l'ado, c'est sûr que les sphères prennent un peu plus de place selon l'âge. Lorsqu'on est plus en jeune âge neurodéveloppemental, c'est sûr que le biologique prend beaucoup de place, puis aussi un peu l'élément attachement psychologique associé, mais la sphère génétique, la sphère développementale, comment le cerveau se développe, les possibilités ou les différentes occasions pour le cerveau de se développer, c'est ça qui prend beaucoup plus de place. Les autres sont présentes aussi. Par exemple, s'il y a la négligence, là, c'est sûr et certain qu'il y a un impact. Mais là, plus qu'on vieillit, plus la sphère biologique persiste, mais la sphère psychologie, on se crée comme de plus en plus, on va au-delà du tempérament, mais de plus en plus vers la personnalité, la sphère sociale, l'interaction relationnelle. Le relationnel prend tellement d'espace. Puis c'est normal, c'est comme ça qu'on se crée, qu'on est confronté au niveau de notre identité, qu'on construit notre identité. Donc, c'est sûr que la sphère sociale ou dans quel milieu social on évolue influence aussi qui on est comme personne ou c'est quoi peut-être nos limitations, nos défis ou les difficultés ou notre capacité d'adaptation à certaines difficultés que notre milieu ou notre environnement social, puis là, je parle social pas nécessairement notre coin de rue, mais vraiment le fait d'être plus en ville, plus en campagne, être plus être au Québec versus en Ontario, être dans un pays, être né ici sans parcours migratoire qui peuvent être extrêmement difficiles. C'est sûr que c'est des facteurs qui prennent de plus en plus de place puis qui influencent un peu si on a déjà peut-être d'un point de vue biologique une propension, une possibilité plus grande des facteurs de risque de développer certains troubles de santé mentale, si on peut dire. C'est sûr que ces éléments-là vont jouer une part importante. Donc, beaucoup plus à l'adolescence. C'est sûr que ça joue dès la naissance au niveau comme négligence, attachement, mais cette sphère-là prend aussi plus de place puis d'importance pour la personne aussi. Les défis, quand il y a des échecs relationnels, lorsqu'on a 0,5 ans, c'est distinct comme réaction ou comme disons, persistance de l'impact que lorsqu'on est à l'adolescence où on se construit par ces succès-là, ces défis-là, puis ces échecs-là. Puis comment aussi le système réagit à cet échec-là aussi. Pour ça, c'est sûr qu'à l'adolescence, c'est un bouillon d'émotions, bouillon de pensée, bouillon de relations. Puis on joue dans ce terrain de jeu-là. Est-ce que tu préfères travailler avec les enfants ou les adolescents? Puis là, je m'excuse à mes patronnes plus de jeune âge, mais moi, je suis vraiment... c'est ça, mon dada, c'est les ados. Quand un ado qui me crie après, j'ai du fun parce que là, je dis, il y a quelque chose à travailler. Là. C'est du crunchy, c'est de l'émotion. Puis là, il y a du fun à faire. Même en thérapie. C'est sûr que ça, là, ça m'énergise. Là. OK. Ou c'est comme les patients, souvent, qui sont d'emblée, sont comme étiquetés un peu les difficiles. Il est violent. Il fait attention. Moi, je suis comme, OK. Qu'est-ce qui se passe, là? Puis là, je m'assois, puis là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça me fascine. Puis
je pense que le fait d'avoir cette sorte de curiosité-là, cette ouverture-là à voir comme qu'est-ce qui se passe, comme au-delà de l'image qui est projetée. Puis des fois, c'est vrai que des fois, il y a des comportements qui sont inadéquats. Là. On est d'accord. Puis des fois, des comportements qui doivent être judiciarisés. Ouais. Ça, on est... Mais il y a une autre couche au-delà de l'objectif, puis d'un point de vue comme judiciaire, légal, ou même juste d'un point de vue moral, un peu se dire ce comportement-là est acceptable, mais il y a d'autres couches. Puis c'est ces couches-là qui sont souvent fun à explorer. Avec des ados qui, si tu dis de la bullshit, ils vont te le dire. Ouais. Ils vont te le caler. C'est le fun parce que on peut pas être complaisant. Si on se le fait dire, ou ça fonctionnera pas. Il va y avoir comme une relation thérapeutique un peu boboche. Ça, c'est... Je suis comme... Le fun, c'est d'être un peu naturel aussi dans tout ça. Ouais. C'est... Ça apporte de l'authenticité aussi, là. Ouais. Puis un peu d'adapter le langage aussi, de pas juste être très médical. Puis, c'est vraiment différent. Il y a une approche plus... j'utilise beaucoup les images, des exemples un peu. Puis des fois, j'utilise un exemple que j'utilise pas d'habitude pour X raisons. Puis là, je pars sur une métaphore qui a vraiment pas de sens. Puis là je regarde mon patient, ma patiente. Je m'excuse, ça, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Puis là, je te redonne un autre exemple. Puis là, je recommence. Puis là, c'est naturel. Puis l'objectif, c'est que tout le monde comprenne un peu qu'est-ce qui se passe. Puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire tout le monde ensemble pour que ça aille mieux. Pour ça, c'est vraiment une relation différente avec un ado qu'avec disons, très, très, très jeune. Où c'est un peu différent. Il y a d'autres approches qui sont aussi plaisantes. Une approche par le jeu. Il y a vraiment souvent des perles qui arrivent aussi dans ces moments-là. Mais mon dada, c'est les ados. Là. C'est comment aussi de travailler avec les parents, là, vu que c'est des ados, puis là, avec l'âge légal et pas, comme le 14 ans, par exemple? Oui. C'est sûr que c'est une part intégrale de notre pratique, ou du moins du terrain de jeu ou avec lequel on fait affaire. Là. Les parents, les gardiens, en fait, l'autorité parentale, là, qui peut être aussi des fois la DPJ ou un autre membre de la famille, font souvent partie intégrale de l'évaluation, mais aussi de la mise en place des suggestions d'intervention. Puis si on n'a pas une participation parentale, c'est sûr qu'on s'enligne vers du rock'n'roll. Donc souvent, il y a une implication, même après 14 ans, le plus possible avec les parents. Puis c'est très rare qu'il y ait vraiment une coupure, une incapacité de parler ou un refus qui se maintient ou qui est catégorique malgré ces discussions, puis mise en perspective d'intégrer les parents, ou du moins une figure adulte responsable. Si on peut dire ça comme ça. Puis c'est vrai que des fois, ça peut être des fois le plus complexe, c'est pas nécessairement l'ado ou l'enfant, mais des fois, ça peut être les parents, ça arrive. Ça fait partie un peu aussi de la compréhension de la situation. Pourquoi est-ce qu'il y a tel défi en ce moment? Pourquoi il y a telle anxiété? Pourquoi il y a tel comportement? Pourquoi tout à coup, par exemple, là, l'alimentation devient un très grand enjeu, mais là, des fois, justement, les parents font partie de l'équation. On parlait de biopsychosocial, mais c'est sûr que d'un point de vue social, d'un point de vue psychologique, de structure, ou comment l'enfant se construit ou l'ado se construit, la vision parentale, l'approche parentale, le cadre parental, c'est tous des facteurs qui rentrent en ligne de compte dans tout ça. Pour ça, c'est nos alliés. Des fois, on peut, des fois, on dit ça des fois à la blague, là, mais il y a une part de sérieux. Des fois, c'est un peu nos co-patients. Des fois, notre patient sur notre feuille de consultation, c'est l'ado, l'enfant, mais on traite aussi le système avec nos suggestions, puis nos collaborateurs, les intervenants,
psychosociaux aussi. Sinon, si on travaillait que sur l'enfant, l'ado, il y aurait souvent du tournage en rond, là, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a autant d'intervenants puis de collaborateurs sur le terrain. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ta pratique? Oh, il y a tellement de choses, c'est ça. Mais en général, au-delà de pédopsie, mais comme la psychiatrie, ce qui m'allume le plus, puis que j'ai tellement du fun, c'est quand on commence à discuter au-delà du diagnostic. Tu sais, on appelle ça une formulation biopsychosociale. Là. C'est quand on s'en va dans nos hypothèses de qu'est-ce que d'un point de vue biologique, d'un point de vue psychologique, comment ça s'est construit cette situation-là. D'un point de vue social aussi, qu'est-ce qui a amené cette construction-là, puis cette présentation-là. Puis c'est quand on commence avec on a différentes théories. Des fois, on a des approches où on a des modèles un peu plus cognitifs, plus psychodynamiques ou plus d'attachement, des choses comme ça. Puis c'est rarement en confrontation, c'est plutôt comme on fait de la co-construction dans ça. Puis on est vraiment de discussion, puis d'avoir cette compréhension-là vraiment globale. Puis on voit des fois comme des choses sur un angle vraiment différent, malgré que le diagnostic serait le même. Ouais. Puis c'est cette discussion-là, c'est cette capacité-là à comme s'émerveiller un peu un peu sur ces choses-là, puis de construire en collaboration avec nos collègues, avec les équipes multi, c'est ça qui est le plus le fun. C'est vraiment plaisant. Là. C'est toujours comme quelque chose à apprendre. Parce que encore aujourd'hui, la psychiatrie, c'est un grand mystère sur beaucoup d'éléments. Il y a tellement de choses encore à construire, à découvrir, à peaufiner, à raffiner. C'est sûr que, disons, dans les 70 dernières années, c'est le jour et la nuit, on est d'accord. Mais il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses, puis ça amène aussi une certaine humilité. De dire, on le sait pas. Mais c'est ça aussi qui est la beauté, parce que des fois, on explore donc avec le patient. Tu sais, pas de façon cachée, mais avec le patient. T'sais. Explorons qu'est-ce qui se passe. Puis c'est comme cette sorte de travail-là, de détective, de collaboration, de découvrir quelque chose, une hypothèse, puis finalement, il y a quelque chose d'autre qui arrive, puis de garder toujours cette capacité-là de dire, y a-tu quelque chose d'autre? Y a-tu quelque chose finalement derrière ça qu'on n'a pas vu? Puis c'est vraiment le fun. T'as l'air de vraiment aimer ça. J'adore. la bonne spécialité. Ouais. Ben, sur ces belles paroles, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Ça, c'est toujours beau de voir quelqu'un d'aussi passionné. Mais honnêtement, j'espère vraiment que les gens, surtout les gens qui rentrent en psychiatrie, donnent la chance à la pédopsie. Ouais. Au-delà des fois des défis structurels de notre système de santé, mais c'est tellement une spécialité, une surspécialité qui est tellement diverse, tellement capable d'émerveiller que je souhaite, en fait, j'espère que les gens qui rentrent en psychiatrie ou qui pensent rentrer en psychiatrie ou en pédopsie gardent cette capacité-là de s'émerveiller. Super. Ben, merci encore. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci.